Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Elle. Comme chaque samedi, nous partons à la découverte de l'histoire d'une femme qui a su dépasser les obstacles de la vie pour réaliser ses rêves. Notre invitée d'aujourd'hui sublime en images toutes ces femmes dont l'histoire a été oubliée. Militante et féministe, elle restitue à travers sa caméra la mémoire de l'immigration féminine dans les quartiers populaires de France. J'ai le très grand plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Bouchra Azzouz, réalisatrice et coprésidente de l'association pour les femmes dans les médias. Bonjour Bouchra et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, bonjour. Déjà, merci pour l'invitation. C'est moi qui suis honorée. Alors Bouchra, racontez-nous votre histoire. Moi, j'ai une enfance un peu classique, je dirais, d'une enfant d'immigrés, de parents marocains qui sont venus, comme beaucoup d'immigrés, dans les années 60. Alors après, avec une histoire familiale un peu difficile. Mon père est venu tout seul, laissant ma mère derrière lui, avec un petit garçon et un autre qui est né 2 jours, je crois, après son départ pour la France. Voilà, toujours des histoires un peu... je crois qu'il y a une phase de l'immigration d'ailleurs qui est toujours un peu cachée, c'est-à-dire le pourquoi nos pères sont venus en France. Et ça, c'est toujours des histoires de famille qui sont secrètes, qui sont un peu comme ça. On ne connaît pas vraiment notre histoire. Mais voilà, sinon c'est très classique. Mes parents ont vécu au bidonville des Francs-Moisins à Saint-Denis. Et puis, suite à l'incendie de ce bidonville, ils ont obtenu un appartement dans une très jolie cité que ma mère habite toujours, qui s'appelle la Cité de l'Amitié. Voilà, elle a eu 8 enfants, 2 enfants qui ont été placés chez elle et qu'elle a élevés comme ses propres filles. Donc on est 10 enfants. J'ai toujours l'habitude de dire qu'on est 10 enfants. Voilà, avec 2 frères qui ont fait des études scientifiques en mathématiques et en physique. Et puis après, voilà, une fratrie qui avait une locomotive comme ça très forte avec mes 2 grands frères et puis qui s'est un peu délitée sur la fin. Mais enfin, tout le monde s'en sort plutôt bien. Donc voilà, avec toutes les difficultés de l'immigration, c'est-à-dire confronté au racisme, confronté aussi à la pauvreté, confronté à des difficultés communes à toute cette immigration maghrébine post-coloniale. Très bien. Donc vous grandissez dans cette banlieue, dans un environnement, on va dire, stable et aimant. D'où vous est venu cet engagement ? Si, j'ai eu très jeune une grande curiosité de l'humain, qui pour moi a toujours été un laboratoire de réflexion, d'analyse. Alors quand on est petit, on se pose beaucoup de questions. Et puis il arrive un moment dans sa vie où on a envie d'apporter des réponses à ces questions. Je pense que c'est peut-être ça qui explique que je vais m'engager petit à petit, mais c'est pas un engagement, c'est un engagement militant, oui, si vous voulez, dans le sens où on prend la parole publiquement, donc on exprime des choses d'un regard, mais c'est un militantisme, j'ai envie de dire, pragmatique, du quotidien. En fait, c'est comment on se confronte à notre propre vie, notre propre existence, notre condition qui est multiple, qui est à la fois, comme je disais, immigrée, mais aussi une condition sociale, mais aussi le fait d'être une femme, voilà, tout ça, ça vous oblige à vous poser des questions et à réfléchir. Alors, à un moment donné de votre vie, vous dépassez le je pour vous inscrire dans un nous. Et c'est là où on devient, où j'ai été, moi, confrontée, en fait, à essayer d'analyser, à objectiver tout ça. Avec un particularisme aussi, c'est que j'ai eu la chance, parce que ma cité, qui n'était pas une cité ghetto, qui était une coquette cité HLM, comme on en faisait dans les années 70, et qui était construite, en fait, à 2 pas d'une école qui a fondamentalement changé ma vie, moi, qui est une école catholique privée. Et j'ai grandi chez les Bonnes Sœurs de mon CM1, enfin du primaire jusqu'au bac. Et c'est vrai que ça va aussi un peu me structurer et peut-être m'éviter l'échec scolaire qui, je pense, était un peu ma destinée, parce que j'étais une élève aussi un peu particulière. Se poser beaucoup de questions, ça vous plonge aussi quelque part dans une forme de mal-être, dans une espèce de spleen aussi, et qui vous déconcentre aussi sur les études. Et donc, elles m'ont beaucoup aidée. Et d'ailleurs, hier, j'ai reçu un message de ma directrice d'école, qui est une dame très âgée,
qui doit avoir 90 ans et qui m'a écrit en me disant qu'elle avait vu mon dernier film et qu'elle avait été bouleversée comme les 2 premiers. Et voilà, pour moi, c'est ma plus grande satisfaction, c'est aussi de leur rendre tout ce qu'elles m'ont donné. On va parler un peu plus concrètement de votre parcours, de votre carrière très engagée. Comment vous est venu ce déclic de raconter en images l'histoire de l'immigration et notamment des femmes immigrées en France? C'est les rencontres. Comme on dit en arabe, Ma'arif al-Rijal Knouz, c'est la rencontre des gens en fait qui façonnent aussi votre chemin. Et j'ai, voilà, dans mon parcours, j'ai eu la chance, grâce à une Marocaine que vous devez connaître aussi très bien, qui est Samira Djouadi, intégrer un atelier d'écriture pour me former à l'écriture de scénarios. Et c'est grâce à cette formation, parce que j'étais en train d'écrire un livre qui s'appelait Les femmes de ma vie, et je voulais raconter toutes ces femmes qui ont constitué un peu cette matière qui va me conscientiser à la question des femmes. Et j'écrivais ce livre au moment où elle m'a dit « j'ai une place, est-ce que tu veux venir ?» Et donc j'ai suivi pendant 1 an un atelier d'écriture. Et c'est là que je me suis dit « mais en fait, je ne vais pas écrire un livre, je vais arrêter d'écrire ce livre. Et ce livre, il faut que ça devienne un film. Parce que le film permet de toucher beaucoup plus de gens. » Et voilà comment est née cette idée de Nos mères, nos daronnes. Évidemment, une idée, ça ne fait pas un film. Il a fallu aussi que je rencontre une femme formidable qui s'appelle Caroline Glorion à France Télévisions, qui a lu ce dossier et qui a vu tout de suite que là, il y avait un film qui n'avait jamais été raconté. Elle s'est battue en interne, je peux le dire comme ça, sans trahir la réalité, pour que ce film soit signé à France Télévisions. Et depuis, voilà, les choses sont beaucoup plus faciles parce que Nos mères, nos daronnes a été un film qui a eu énormément de succès. En audience et donc qui a permis aussi de montrer qu'il y avait tout un pan de notre histoire qui n'était pas raconté et qu'il fallait rendre visible. Et puis depuis 2015, il y a aussi des évolutions sur la place des femmes dans les médias, sur la diversité, sur comment les films doivent raconter cette diversité de parcours, de diversité d'histoire. Et effectivement, ça facilite mon travail puisque maintenant, c'est devenu une évidence de continuer cette épopée qui a donné, comme vous le disiez, cette trilogie qui permet une relecture de l'histoire à la fois d'immigration et de nos quartiers au féminin pluriel. Vous êtes également coprésidente de l'association pour les femmes dans les médias. Quelles sont les actions que vous menez au sein de cette association ? Alors, pour les femmes dans les médias, c'est à la base une association de femmes dirigeantes des médias qui a été fondée par Françoise Laborde, une grande journaliste. Et puis, avec Françoise, on s'est rencontrés à un salon du livre. Elle présentait un livre à elle et moi je présentais mon livre Les femmes au secours de la République, que j'avais coécrit avec Corinne Lepage, ancienne ministre à l'écologie sous Juppé. Et donc on se rencontre à ce moment-là et puis venait de sortir Nos mères, nos daronnes et voilà, elle n'avait pas vu le film, elle l'a vu en rentrant très tardivement, on a pris l'avion très tard, elle l'a vu dans la nuit et quand elle a vu ce film, elle m'a écrit à 3h du matin et elle m'a dit « mais je suis bouleversée par ce film ». Et elle m'a proposé de venir dans cette association, qui était une association de femmes dirigeantes. Moi, je n'étais pas du tout une femme dirigeante, je suis plutôt une femme des classes très populaires, on va dire. Et j'avais fait un film, quoi. Je ne me considérais pas comme appartenant à cette grande famille des femmes des médias, quoi. Et donc, elle m'a fait venir dans cette association. Et puis, quand elle a quitté la présidence, voilà, comment dirais-je, s'est présentée l'occasion et voilà, de devenir coprésidente avec Laurence Bachmann, qui est une grande productrice de télévision, et avec qui donc je coprésidente cette association. Je fais tout ce développement, en fait, c'est pas du tout une digression, c'est juste pour expliquer qu'il y a une très grande cohérence dans tout ce que je fais, c'est-à-dire mettre en visibilité des femmes invisibles et en même temps diriger une association de femmes puissantes des médias pour aussi, à l'intérieur des médias, de faire converger toutes ces forces avec la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, mais avec aussi d'autres dirigeants comme Maxime Saada, Gilles Pélisson, etc., tous ces grands dirigeants des médias, pour essayer de créer une convergence et une grande cohérence, parce que tout en haut, et je le dis souvent, que ce soit tout en haut de la sphère politique, comme tout en haut de ces grandes machines des médias, de direction des médias, il ne faut jamais oublier
que si on ne s'intéresse pas à ce qui se passe tout en bas de l'échelle sociale, tout en bas de la société, s'il n'y a pas un continuum avec ce qui peut se passer tout en haut et les décisions qui sont prises en haut, on a raté nos objectifs. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai accepté de diriger, de co-présider cette association pour essayer aussi, dans les lieux de pouvoir, là où se décident les choses, de pouvoir aussi être le porte-voix de toutes ces femmes invisibles qu'on ne voit pas, pour qu'elles soient en visibilité. Il faut toujours être en cohérence dans ce qu'on fait. Moi, je sais d'où je viens. Je suis une fille qui vient de l'immigration, qui est née dans un bidonville et qui se bat pour restituer cette histoire de l'immigration féminine, mais aussi des quartiers au féminin. Et en même temps, je suis très fière de pouvoir mettre au service de ceux qui n'ont pas la capacité de le faire mes possibilités à la fois intellectuelles, à la fois politiques, pour que partout dans les lieux de décision, ces femmes-là, ces hommes et ces femmes d'ailleurs, ces populations-là ne soient jamais oubliées. Voilà mon combat et la source et la force de ce combat. Merci infiniment, chère Bouchra, pour ce beau témoignage. Merci à vous et je voudrais quand même, parce que là j'ai déjà un petit regret quand j'ai dit Ma'rifet Rijal Knouz et aussi Ma'rifet Nisa Knouz. En tout cas, Tbarkla Alik, vous avez encore votre langue maternelle. J'adore parler arabe, arabe c'est un bien grand mot, mais Darija, alors moi j'adore parler. Moi je suis une vraie marocaine, on ne peut pas oublier d'où on vient, quoi. On n'en doute pas, on n'en doute pas. D'ailleurs, je le dis dans le livre que j'ai écrit en hommage à ma mère, fille de Daronne et fière de l'être. Toutes mes vibrations émotionnelles, elles viennent aussi de là, quoi. Elles viennent de mes c'est notre histoire qu'il faut partager. Et il ne faut pas, je pense, oublier son identité pour justement un meilleur vivre ensemble. Exactement. Toujours être fier de là où on vient. Merci encore une fois, Bouchra. Et à très bientôt. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end sur Radio 2M.